ça c'est dit. Donc, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire qui sera donc enregistré, comme la machine vient de vous le signaler. Même si je pense que la plupart d'entre vous nous connaissez, je vais commencer par une brève introduction un petit peu pour repositionner TechTarget. TechTarget est un groupe d'information 100% IT B2B, 100% online et mondial. Nous sommes présents en Europe, à Londres, en Allemagne, en Espagne, en France, donc, à travers différents sites web et donc avec de nombreux sites web aux États-Unis. Nous éditons des sites d'information. En France, nous éditons le magit.fr, mais notre audience peut aussi accéder au site du groupe en langue anglaise. Chaque site est animé par une équipe de journalistes, ce qui nous permet de générer une audience qui est très très ciblée d'IT decision makers un peu partout dans le monde. Cette audience-là nous permet de faire notre seconde activité, qui est de vous proposer des services marketing qui sont tous data-driven et qui vont de la capacité à vous proposer de la publicité sur nos sites extrêmement ciblés, à la possibilité d'accéder à des données d'intention sur notre plateforme Priority Engine, en passant par le fait de pouvoir syndiquer vos contenus pour leur donner de la visibilité sur notre audience. Pour exercer ces activités, tous les ans, depuis une vingtaine d'années, nous interrogeons notre audience 2 fois par an sur 2 types de sujets. En début d'année, en général, on leur demande, ou en fin d'année plutôt, entre décembre et janvier, on leur demande quelles vont être leurs priorités d'investissement dans les mois à venir. Et en milieu d'année, on leur demande comment ils s'informent, quelles sont leurs méthodes, comment ils prennent leurs décisions, comment ce type de choses évolue. Cette année, pour notre audience, comme pour nous tous, c'est assez exceptionnel, hein. Donc, on a souhaité conduire ces études à 2 reprises et poser des questions beaucoup plus centrées sur ce qui se passe actuellement et qui entraîne des bouleversements en profondeur des organisations. Donc, certains, on le pense, vont être durables. Donc, l'étude sur les priorités d'investissement qu'on va vous présenter, elle a été conduite en janvier-février. Puis, on a mené une nouvelle série de questions au mois de septembre, ce qui nous permet d'avoir une visibilité un peu plus importante sur ce qui est susceptible de se passer en 2021 dans les DSI en France. Ces études, on les mène au niveau mondial, hein, c'est-à-dire qu'on a pu on a pu interroger nos audiences aussi bien, je vais avancer, on a pu interroger nos audiences aussi bien en France qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, qu'aux États-Unis. Et les restitutions telles que celles qu'on vous propose aujourd'hui ont lieu dans toutes ces zones-là. En Allemagne, ça s'est passé la semaine dernière. Pour tout ce qui est chiffres IMIA, ils seront communiqués la semaine prochaine. Et bon, pour ceux d'entre vous qui ont des périmètres d'action qui dépassent un petit peu le territoire français, n'hésitez pas à nous demander des informations sur ces présentations et sur ces chiffres au niveau européen ou au niveau allemand. On pourra vous fournir des liens soit vers les webinars qui se sont tenus ou qui se tiendront, soit vous donner des informations chiffrées. Donc, comme je le disais, cette année, elle est particulière avec la pandémie. Ce qui a été intéressant pour nous et qu'on a suivi au niveau éditorial, c'est que très vite est apparu le fait que l'IT a fait partie de la solution à la réponse immédiate et semble devoir faire partie d'une solution, d'une réorganisation à plus long terme des entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fort et qui ressort dans les études. Donc c'est de ça qu'on va parler. C'est la manière dont l'IT a été impacté et dont l'IT va proposer des solutions à l'avenir et comment les DSI s'organisent dans ce contexte. Pour cela, on aura 3 temps et avec 3 interlocuteurs. Dans un premier temps, Valérie Marchive, rédacteur en chef du MagIT,
reviendra sur les tendances en matière d'investissement informatique. Comme je vous le disais, on avait des signaux en début d'année sur des axes qui étaient fortement liés à un phénomène né il y a quelques années qui est celui de la transformation digitale des organisations. Donc, c'était ça qui était le moteur. Avec ce qui s'est passé au mois de mars, le moteur a quelque peu changé, même si la transformation digitale, c'est tendance plutôt finalement à s'accélérer. Les priorités ont été un peu bouleversées. C'est ce que vous montrera, c'est ce que vous expliquera mieux Valérie. Vers 11 heures, Sarah Olivier, qui est responsable marketing et performance pour nous au niveau IMIA, analysera les résultats de la seconde enquête, hein, celle sur la consommation média et sur le cycle de décision, c'est-à-dire comment s'informent les ITDM et quelle est la manière dont eux, ils prennent leurs décisions. Là encore, la situation a entraîné un bouleversement, tout particulièrement en France, pour le coup, où le fait que nombre d'organisations, notamment les plus grandes, soient extrêmement centralisées sur Paris et un fond culturel où la sociabilisation est forte, faisait que les événements prenaient une place considérable. On va voir comment la situation actuelle bouleverse ça dans la prise d'information. Pareil, sur la décision, il y a des évolutions. Les gens sont en télétravail. Organiser les équipes, c'est plus la même chose. Donc, on verra comment ces décisions se prennent et on essaiera de mieux comprendre ce que ça implique au niveau de la manière d'adresser les audiences, que ce soit pour nous ou pour vous. Entre ces deux présentations, Géraldine Debove, directrice commerciale France, pour Tech Target, vous présentera les dernières évolutions de Priority Engine. Donc, Priority Engine, c'est notre plateforme SaaS de détection d'intention. Comme toute bonne plateforme SaaS, on a une mise à jour saisonnière, donc 2 fois par an, la plateforme est mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités, plus ou moins en profondeur. Cette année, il y a vraiment eu des changements vraiment important avec une orientation qui permet quasiment de doubler les capacités de Priority Engine. On est passé d'une approche vraiment très centrée ABM que l'on conserve à une approche beaucoup plus centrée sur le contact et beaucoup plus sur la capacité d'utiliser des tactiques de personnalisation. Donc Géraldine reviendra là-dessus en remettant en perspective ce type de plateforme-là et notamment Priority Engine et en vous faisant une démonstration des nouvelles fonctionnalités. Voilà pour ce qui est des présentations. Concernant le webinaire et comment il va se dérouler, 2 ou 3 petits commentaires. Dans un premier temps, vous pourrez poser des questions à travers la fonctionnalité de chat, donc on les gérera directement et il y aura un temps consacré de 10 à 20 minutes à la fin des présentations pour reprendre les questions que vous serez susceptibles d'avoir posées et les commenter. Et chaque intervenant apportera ses réponses. Deuxième chose, nous allons utiliser la fonction Pulse ou sondage, ça dépend des interfaces. Durant la présentation, vous aurez 4 à 5 petites questions qui vous seront posées avec des choix simples à comprendre. Nous, ça va nous aider à comprendre par rapport au sujet qu'on soulève et dont les intervenants vont aborder, ça va permettre de mieux comprendre quel est votre positionnement, quelles sont les informations dont vous disposez à votre niveau et quelles sont les orientations que vous allez donner à votre activité. Donc, il y aura 4 ou 5 questions, vous répondez ou pas et vous fermez la fenêtre. C'est assez simple, hein. Ça se passe avec un système de pop-up. Enfin, juste pour anticiper sur ces questions-là, à la fin du webinaire, nous partagerons l'ensemble des éléments. Nous partagerons, alors dès demain, vous recevrez un accès vers une version on demand de la présentation et vous disposerez également des présentations PowerPoint qui vont être faites et qui vont vous être présentées dès à présent. Et tout de suite, je laisse la parole à Valérie Marchif qui va tout vous dire sur qu'est-ce qui va être acheté, quand, à quel moment, par qui, dans l'IT à partir du 1er janvier. Voilà, je laisse la parole Valérie.
Merci David. Je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas jouer à la boule de cristal, je vais simplement vous parler des résultats du sondage que l'on a conduit. Donc, est-ce que j'arrive à passer correctement? Voilà. Donc, que l'on a réalisé pendant l'été, en fait, entre juillet et septembre 2020. Le but du jeu était, comme vous l'expliquait David, d'essayer de mesurer l'impact de la pandémie sur les perspectives de dépenses, enfin d'investissement dans le domaine d'ici la fin du premier semestre 2021. Donc, au total, au global, à l'échelle de l'ensemble de l'étude mondialement, on a 1 millier de réponses. Sur la France, c'est grosso modo là qu'on en a le plus, en fait, dans toute la région EMEA. On a près de 170 répondants. Euh, Dans l'ensemble, vous allez voir les réponses qu'on a pu trouver. Je les trouve, en tout cas personnellement, assez cohérentes avec ce que j'ai pu entendre de DSI, de RSSI, avec lesquels j'ai pu parler. Bon, l'impact de la Covid-19 est évident. Il y a quelques changements qui le montrent, hein. Bon, il y a clairement un recul sur certains investissements, mais il y a pas mal de projets qui restent programmés. Il y a surtout des projets qui sont remontés dans les listes de priorités ou des projets qui apparaissent dans les listes de priorités. On va le voir très très vite. La priorité est clairement donnée à la sécurité et au réseau. Ce n'est pas une surprise, hein. Qui dit pandémie a dit lockdowns, confinement, donc il a dit travail à domicile, ce qui voulait dire accéder aux applications métiers, enfin, à distance. Donc, travail sur les capacités réseau, travail sur les capacités VPN, et travail aussi sur la sécurité des communications et des accès aux outils, avec des choses comme l'authentification forte, par exemple. Euh, alors, ça se traduit de toute évidence, voilà, le télétravail, 52% des sondés ont répondu que voilà, c'était un point d'investissement qui avait été fortement facilité et accéléré par la pandémie. Modernisation réseau infrastructure, 30%, pareil. Sécurité gestion du risque, 29%, pareil. Et puis après, on trouve à 27% la transformation numérique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut continuer à faire du business. Euh, on a des témoignages comme ça dans ce sens-là. On va en publier un dans pas longtemps dans le prochain numéro de notre ISIN sécurité de l'information sur le groupe MAN, qui est un groupe familial qui fait de la parfumerie et des arômes, et qui avait entamé sa transformation numérique, mais l'a accélérée à l'occasion de la pandémie. Et bien sûr, on trouve aussi des choses comme la mobilité, l'utilisateur final, qui sont directement liées et induits par l'augmentation du télétravail, et vont dans le même sens. C'est là qu'on voit très clairement l'impact de la pandémie. Alors, les réactions immédiates, excusez-moi, quelles ont été les réactions immédiates? Bon, la première chose, c'est qu'une majorité des répondants indiquent que les budgets n'ont pas été significativement affectés. Quelque part, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Certains budgets ont été coupés, d'autres ont été renforcés. Il y a une minorité, on le voit, 11% des sondés qui indiquent que leurs budgets ont été renforcés. On en a quand même 33% pour lesquels ils ont reculé de plus de 5%. J'ai presque envie de dire, finalement, c'est presque pas tant que ça. On aurait potentiellement pu s'attendre à pire. Dans la pratique, finalement, l'ensemble est plutôt positif. Les résultats ici sur la France montrent en tout cas une grosse cohérence avec le reste de la planète, de nos sondés. Mais je vois dans les résultats du sondage que l'on vient de lancer en temps réel que vous êtes quand même 36% à estimer que l'incertitude règne. C'est pas faux. On l'entend aussi, hein, clairement, c'est ce qu'on entend aussi. Mais comme le sondage le montre, on reste quand même avec une large majorité de sondés pour lesquels la situation est plutôt stable ou positive. Ah. Voilà. Alors, les investissements qui ont été facilités ou accélérés, bon, je dois fermer la fenêtre des sondages parce que sinon je ne vois plus mes slides. On le revoit, donc télétravail, modernisation réseau, infrastructure. On retrouve spécifiquement la même chose, hein, ici. J'ai encore le sondage qui m'empêche
de passer d'un slide à l'autre. Voilà. Les postures actuelles, en l'état, restent toujours dans la préparation pour mieux accompagner le télétravail. C'est ce qui ressort de manière très prononcée. Un petit peu après derrière, on retrouve l'automatisation qui finalement reste aussi cohérente avec le renforcement du télétravail. Ça veut dire parce que les équipes IT sont elles aussi condamnées à intervenir à distance sur le SI. Certaines tâches métiers doivent être accélérées, plus automatisées pour essayer de réduire les coûts. Donc on retrouve très logiquement des efforts sur l'automatisation de l'administration ou des tâches métiers. On va le voir plus en détail, mais c'est assez cohérent. Alors sur le centre de calcul à proprement parler, on retrouve des choses qui vont dans le sens de l'automatisation avec la gestion des conteneurs, qui rejoint cette fois-ci le niveau d'intérêt qu'on a pu voir par le passé sur la virtualisation de serveurs. Ça reste encore dans la logique et dans la tendance de l'industrialisation de l'IT que l'on connaît depuis de nombreuses années, qui est complètement cohérente, mais qui s'accélère dans un contexte de budget contraint. Donc les investissements vont dans l'efficacité opérationnelle, dans la direction de l'efficacité opérationnelle, entre sécurité, administration et automatisation. En revanche, et sans surprise, on va trouver des efforts moins prononcés sur l'achat de matériel, le renouvellement de matériel. En somme, c'est simple, on essaie de prolonger le cycle de vie des équipements qui sont déjà là. Et sur certains projets qui impliquent des investissements en capital, on retrouve un recul de ces projets qui se retrouvent probablement reportés ou repositionnés dans l'ordre des priorités. Voilà, dans le détail, on voit bien ces tendances. Donc la gestion des conteneurs en tête, derrière orchestration, automatisation, outils de sécurité, outils d'administration de migration. Tout ça s'inscrit dans cette tendance-là du renforcement de l'efficacité de l'IT en général, de son industrialisation et de son administration. Côté stockage, quelque part, là aussi, on trouve l'impact de la pandémie. Alors bien sûr, la migration vers le cloud était déjà engagée avant, mais le fait est que le travail à distance, posant des problèmes d'accès à des ressources internes quand on est fortement on-prem, encourage à l'adoption plus ou moins accélérée de ressources cloud pour favoriser l'accès par des équipes qui sont dispersées géographiquement à des ressources de l'entreprise, à des actifs informationnels. On les met dans le cloud. Donc, on trouve une adoption qui continue de s'étendre et une accélération des projets. Voilà. Stockage cloud, mentionné par 32% de nos sondés, devant infrastructures convergées et infrastructures hyper convergées, et devant des choses plus traditionnelles, plus historiques comme le NAS. On trouve aussi quand même des investissements dans tout ce qui touche à la continuité de l'activité et la reprise sinistre qui s'inscrivent dans la même logique. Donc cités respectivement 32% et 24% de nos sondés. On trouve derrière la protection contre les risques logiciels. Alors là, c'est, je pense, extrêmement conjoncturel. L'été, cet été, même si la menace des rançongiciels s'est fortement accentuée au mois de septembre, on a eu un mois de septembre record en la matière. Le mois d'octobre était un petit peu en retrait. Le mois de novembre promet d'être relativement spectaculaire aussi. Mais la grosse vague, entre guillemets, d'attaques de ransomware a commencé véritablement au début de l'année et la menace n'a fait que s'accentuer depuis. On a eu un mois de juin aussi qui était assez copieux en la matière. Donc, le fait d'avoir cette préoccupation n'est vraiment pas une surprise. Donc, sur la mobilité et le poste de travail, donc le télétravail a clairement placé l'administration du poste de travail sous tension, avec finalement des entreprises qui se sont retrouvées contraintes d'accepter une forme de BYOD qu'elles n'avaient probablement jamais voulu souhaiter pour certaines et certainement pas encouragées. Face à ça, on trouve différentes approches. Alors, ça va
ça va consister par exemple à essayer de mieux sécuriser, mieux administrer le poste de travail, surtout quand il est distant, surtout quand il est potentiellement un outil personnel qui va être utilisé dans un contexte professionnel, parce que tout le monde n'a pas réussi à s'approvisionner massivement en laptop au début du premier confinement. Même si, voilà, ça, c'est quelque chose de matériel qui a retrouvé une grosse importance. Les ventes, on l'a vu, en ont bien profité, avec des phénomènes de pénurie, potentiellement et épisodiquement. Mais pour beaucoup, l'approche de l'espace de travail virtuel, virtualisé, que ce soit du VDI, du workspace, du DaaS qui dit plus ou moins son nom, desktop as a service qui dit plus ou moins son nom, parce qu'il est produit en mode, parce que c'est juste du poste de travail virtualisé produit en mode cloud. C'est aussi une approche pour répondre à la question de l'usage hybride, entre guillemets, de matériels qui sont finalement chez l'utilisateur final et qu'il doit utiliser pour accomplir des tâches métiers. Voilà, donc en toute logique, on trouve en premier, de manière cohérente avec ce qu'on avait vu plus tôt dans les grandes tendances générales, hein, l'amélioration, l'extension des capacités existantes, on l'a tous vu au premier semestre, un renforcement des priorités sur le renouvellement des terminaux qui arrive à égalité avec la gestion de l'identité, le SSO, le MFA. Le SSO étant régulièrement et depuis des années présenté comme un bon moyen pour stimuler l'adoption de certains projets qui pourraient être autrement vus comme trop contraignants ou trop disrupteurs du point de vue des utilisateurs finaux. Le SSO aide à faire passer pas mal de choses et peut aider notamment à faire passer le MFA, l'authentification forte, qui, dans un contexte de multiplication des accès distants, s'avère de plus en plus critique à adopter. On trouve aussi une priorité importante sur les applications SaaS pour les utilisateurs. Ça va en même temps dans le même sens que ce qu'on pouvait voir précédemment sur le stockage avec l'accroissement de la demande pour les ressources de stockage en mode cloud. Ça s'inscrit dans la même logique. Et on parlait tout à l'heure de l'administration du poste de travail, on retrouve un intérêt pour l'administration de la mobilité d'entreprise. L'EMM, la seule chose qui me surprendrait un petit peu dans l'histoire, c'est que l'administration unifiée des terminaux ne soit pas plus recherchée, demandée. Et ça, je dois avouer, je ne sais pas trop l'expliquer. Mais peut-être qu'il y a confusion entre EMM et UMM, puisqu'en fait, l'UEM a évolué à partir de l'EMM et s'est inscrit comme son successeur, comme son prolongement. Côté sécurité, alors, on l'a vu, un sujet très, très important. La gestion du risque et de la sécurité constitue l'une des principales préoccupations. Ça l'a été très, très vite. Et c'est l'effet d'un environnement extrêmement fragmenté pour le poste de travail, mais on observe aussi que pour les acheteurs, finalement, choisir son outillage pour comment bien sécuriser les postes de travail et son environnement contre des menaces, à commencer par le ransomware, c'est finalement relativement compliqué. On a plein de choses qui autrefois, enfin qui traditionnellement sur le réseau de l'entreprise permettent de détecter des menaces. Mais à partir du moment où les postes de travail sont éclatés, répartis comme ça un petit peu partout, quand on va commencer à faire du split tunneling sur les VPN, il y a plein de choses qu'on ne voit plus passer, il y a plein de menaces qu'on ne voit plus passer. Donc, se pose la question de savoir comment est-ce que je reprends, entre guillemets, comment je regagne de la visibilité. Et aujourd'hui, on a des offres de sécurité qui ont fortement évolué, qui ont fortement grandi en maturité, mais potentiellement aussi en complexité, qui ne sont pas forcément très faciles à comprendre. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des gens des organisations qui sont très matures, qui comprennent quand on leur parle EDR, qui potentiellement sont susceptibles de comprendre quand on va commencer à leur parler XDR, mais clairement, il y a une grande masse d'organisations qui ne sont pas du tout prêtes aujourd'hui, qui n'ont pas le niveau de maturité suffisant pour comprendre le concept d'EDR et encore moins pour aller vers des choses comme XDR. Dans ce contexte-là, on voit en tout cas des approches qui sont intéressantes, qui ont peut-être été laissées en jachère pendant trop longtemps, à savoir la sensibilisation des utilisateurs, qui reste un point clé pour protéger l'utilisateur de certaines menaces, comme le phishing,
typiquement. Voilà, et d'ailleurs, la sensibilisation des utilisateurs, s'inscrit en première position des priorités, mentionnées par nos sondés. 58 le mentionnent. Derrière, on va trouver des choses comme la gouvernance, la gestion de risque et la conformité. Puis vient la détection de fraude et les technologies zéro trust. Heu, mais clairement, je trouve personnellement très intéressant et très sain que finalement la sensibilisation des utilisateurs, heu, enfin soit prise avec un tel niveau d'importance. Il était temps. Hem, Derrière, en termes de sécurité réseau, la première chose qu'on voit, c'est l'analyse du trafic réseau. C'est très intéressant. Personnellement, compte tenu du premier début d'année du début d'année qu'on a connu, et toutes les attaques qu'on a vues passer qui profitaient en fait de vulnérabilités existantes qui étaient non patchées alors que les patchs étaient disponibles, je suis tenté de regretter que la gestion des vulnérabilités n'arrive qu'en 4e position à égalité avec la supervision. Hem C'est un petit regret personnel, hein, juste tiré de mes observations, mais le fait que l'on voit arriver en tête, l'analyse du trafic réseau me paraît extrêmement intéressant parce que j'ai tendance à y voir le signe d'une prise de conscience que beaucoup de menaces, sont observables et détectables avant qu'elles ne vous explosent à la figure, ce qui est le cas typique d'un ransomware. Il y a toute une phase préparatoire d'attaque avant la détonation de la charge finale. Hem qui est malheureusement trop souvent négligé et qui potentiellement peut permettre d'interrompre la chaîne d'attaque, relativement tôt même. Hem, L'analytique de sécurité arrive ici en tête, juste devant la sécurité de la messagerie. Là encore, pas une surprise. Dans un contexte en plus de télétravail où on ne sait pas à quoi ressemble exactement la sécurité du poste de travail, de l'utilisateur, la sécurité de la messagerie est plus importante que jamais. Parce que c'est là, de toute façon, que, outre les vulnérabilités de systèmes exposés à l'extérieur, on va trouver le point d'entrée de nombreuses menaces. Hem, il était temps, encore une fois, que ça arrive et c'est extrêmement sain. L'analytique de sécurité, je la vois comme étant, complémentaire en fait de ce qu'on voyait, plus tôt sur l'analyse du trafic réseau. C'est que finalement il s'agit d'essayer de trouver de l'information, de transformer de la donnée brute, de ce que l'on voit sur ses postes de travail, sur ses hôtes, sur ses serveurs et sur son réseau, de le transformer en véritable information qui soit exploitable, qui soit utilisable pour essayer de contrer de la menace. Ça fait des années, une bonne décennie, que le sujet est promis un bel avenir. Le voir décoller aujourd'hui est extrêmement plaisant, je dois dire. Sécurité de l'identité, on a vu que c'était aussi une des priorités. Alors là, on trouve quasiment à égalité la gestion des accès, la gestion des identités, l'authentification à facteurs multiples. Hem, Là encore, il est difficile de ne pas remettre ça dans le contexte de la pandémie et d'un télétravail généralisé qui, renforce en fait la menace qui pèse sur des moyens d'accès aux ressources, aux actifs informationnels de l'entreprise, dans un contexte où les utilisateurs sont distants et doivent accéder à ces ressources. Du coup, les comptes qui permettent de se connecter à un VPN, qui se permettent de se connecter à du RDP, à du VDI à distance, sont beaucoup plus sensibles que lorsque ces accès ne se font que via l'intérieur de l'entreprise. Alors, côté application métier, il y a quand même des investissements, hein. Ils sont centrés sur l'expérience client comme le e-commerce et la CRM. C'est pas une surprise. C'est un impact direct, de la crise. Il faut continuer à réussir à vendre, à maintenir son activité et pour le faire, il faut travailler son expérience client, son expérience utilisateur. Les entreprises l'ont manifestement bien compris et investissent dans cette direction. Hem, on trouve aussi un point intéressant, l'aspect recrutement. Parce que l'entreprise, même si elle est confinée, elle a besoin
de recruter des équipes parce il est quand même resté des départs volontaires. Et il y a toujours des besoins pour certains talents. Le recrutement qui se faisait peut-être plus en présentiel, sous l'effet de la pandémie, il a été déporté à distance, d'où le besoin d'investissement et de déploiement d'applications métiers qui vont dans cette direction-là. Alors, gestion de l'information. Euh, Là encore, on retrouve l'influence en fait de la pandémie et d'une accélération de la transformation numérique des entreprises, euh, parce que les plateformes de data science, donc de visualisation des données, de gestion de leur qualité et de leur gouvernance, sont non seulement complémentaires, mais deviennent indispensables et essentielles, là où la donnée devient l'instrument principal de décision et là où elle va supporter des stratégies commerciales. Donc, on voit ici s'installer en tête à 38% les plateformes de data science, suivies de la visualisation des données et de la qualité des données, puis leur gouvernance et le machine learning. Excusez-moi. Côté développement applicatif, on a, euh, on retrouve la tendance en fait que l'on évoquait plus tôt à l'industrialisation. Alors, Gartner parle d'hyper-automatisation. L'idée, c'est quoi? C'est d'automatiser ce qui est déjà plus ou moins automatisé, donc de pousser un cran plus loin l'automatisation des processus métiers. Alors, quelque part, c'est des choses qu'on a déjà commencé à faire par le passé avec le BPM, qu'on a ensuite essayé de pousser un cran plus loin avec les techniques d'intégration reposant sur des API. Et puis quand il y a un moment où quelque part on atteint une limite, entre guillemets, en termes de rapidité, de flexibilité, d'agilité, même si le terme ici n'est pas approprié puisqu'on ne parle pas de développement, mais on passe à un autre degré d'automatisation, c'est la RPA, avec une dose d'intelligence artificielle pour aider à accélérer l'automatisation des processus métiers et à les fluidifier en définitive. Ça va dans le sens de réduction des coûts, d'accélération du cycle de vie, des processus, d'accélération en général des processus métiers et des workflows dans l'entreprise pour améliorer la compétitivité de l'entreprise dans un contexte comme celui d'une pandémie. Il est évident que ça fait parfaitement sens. Euh, on le voit, ça se traduit derrière sur des tendances en termes de développement et de choix d'architecture. Des architectures de type microservices, avec un véhicule comme l'orchestrateur Kubernetes, qui permet de simplifier l'orchestration de l'infrastructure et donc son automatisation. Ce n'est donc pas une surprise si on retrouve en tête, ici, des réponses de nos sondés, les conteneurs et la gestion des conteneurs, les approches microservices et l'orchestration et l'automatisation de l'infrastructure. Derrière, dans un contexte comme celui-là, il n'est toujours pas surprenant de voir les initiatives DevSecOps, excusez-moi. Longtemps, on a parlé DevOps. Manifestement, la prise de conscience est là. Faire du DevOps sans intégrer la sécurité dès le départ dedans et sans s'inscrire donc dans une démarche DevSecOps, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est prendre des risques littéralement inconsidérés. Toujours dans une logique d'optimisation de l'infrastructure, de son agilité et de réduction des coûts d'investissement, du CAPEX. On retrouve l'infrastructure as a service, on retrouve l'infrastructure as code. Tout ça n'est absolument pas une surprise et complètement cohérent. Ça s'inscrivait déjà dans des tendances de fond, mais c'est encore accéléré par un contexte de situation économique tendue. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure. Un petit peu plus tôt, on va voir dans ces chiffres que le RPA donc, rejoint la popularité du BPM. On s'aperçoit qu'en fait, l'adoption des API n'est pas finie complètement, mais ça ne prive pas, ça n'empêche pas, entre guillemets, même si on va se dire qu'on passe du BPM aux API, puis
à la RPA, en définitive, on peut commencer à faire de la RPA sans avoir complètement, fait sa migration, sa transformation vers les API. Mmh, donc le RPA, commence clairement à décoller, rejoignant la popularité, du BPM, le tout s'inscrivant dans la tendance de fond que l'on évoquait plus tôt, enfin, à savoir celle de l'hyperautomatisation. Hem, on a donc la gestion d'API qui est en tête, qui décrit donc que la phase d'adoption est là, on est en plein dedans, mais on trouve derrière le RPA qui est déjà bien placé, qui s'inscrit d'ailleurs bien devant des choses comme le SB. Donc RPA avec AI, on est bien dans cette tendance, de fond qui est à l'hyper-automatisation. Côté réseau maintenant, la connectivité de manière sûre, c'est pas une surprise. Comment ça s'est passé? 43 de nos sondés disent n'avoir rencontré aucun problème avec leur connectivité réseau. Presque une surprise, mais finalement, ça reste très positif. Hem, Quand même un petit peu de difficulté avec la connectivité, aux actifs métiers, la capacité à disposer, d'une connexion, réseau, d'une connexion internet de qualité, mentionnée par 23. Et ça, encore une fois, malheureusement, c'est pas de la compétence des entreprises nécessairement elles-mêmes. Heu, on sait tous que malheureusement la fibre est pas partout. L'ADSL lui-même présente ses limites. On a tous des histoires de, collaborateurs d'entreprise qui, étaient dans l'impossibilité d'exploiter la connexion ADSL, de leur domicile pour travailler et ont dû se rabattre sur leur connexion 4G. Heu Malheureusement, voilà, la situation des infrastructures est ce qu'elle est et les entreprises l'ont constaté elles-mêmes et ont pu en souffrir. Heu, pour autant, finalement, peu de pannes, au niveau de la connectivité elle-même, ou, des fournisseurs de services, managés et finalement relativement peu de problèmes autour de la vidéo et de la voix sur IP. C'est quelque chose qu'on observait aussi, qu'on avait évoqué au printemps. D'ailleurs, les prestataires de services cloud ont finalement très, très bien tenu le coup, enfin, et ont bien encaissé la montée en charge. Quelque part, ce qu'ils ont montré avec leurs propres infrastructures a probablement également inspiré les entreprises et aidé à l'accélérer, la migration vers le cloud pour certaines. Pour les 24 prochains mois, qu'est-ce que vous en que qu'entre comment dire? Pardon, excusez-moi encore. Qu'envisagent, nos sondés? Tout d'abord, la gestion des risques liés au réseau. Très intéressant, la réduction des dépenses sur la téléphonie traditionnelle au profit de la collaboration cloud. On le voit, les plateformes collaboratives ont vraiment réussi à faire leurs preuves et réussi à convaincre leur public, au printemps. Plus d'importance à assurer disponibilité, continuité, élasticité, reprise sur le sinistre. C'est tout à fait cohérent avec ce que l'on pouvait observer dans les slides précédents, dans les résultats précédents autour notamment du data center. Heu, Encore une fois, le télétravail, plus grande dépendance aux applications cloud. Encore une fois, ces résultats s'inscrivent complètement dans la logique des tendances, ils viennent les conforter, que l'on pouvait observer, que l'on pouvait, tracer, à partir des résultats précédents. Pour le réseau, pour autant, un tiers des organisations n'a pas prévu d'investir significativement dans son réseau. Finalement, c'est pas non plus exactement une surprise. Pourquoi? Parce que les principaux problèmes de connectivité qui ont été rencontrés n'ont pas été rencontrés au niveau du réseau même des entreprises ou de leur connectivité. Ça a été plutôt en périphérie, au niveau des utilisateurs finaux eux-mêmes. Donc finalement, c'est pas une surprise. Mais pour autant, s'il doit y avoir des investissements faits dans le réseau, là encore, principal poste d'investissement, le VPN, pour l'accès distant et puis, le NAC pour le contrôle d'accès réseau. Sur les communications, on le voit complètement dans la tendance, une communication unifiée avec outils de travail collaboratifs, vidéoconférence, conférence web. Alors en revanche, sans surprise, la VoIP qui était plus là utilisée sur une logique, on-premise en définitive,
Elle subit complètement, elle pâtit de l'adoption d'outils qui sont complètement déconnectés de la téléphonie traditionnelle. La VoIP y étant quand même liée, ne serait-ce qu'en termes de terminal physique, de poste téléphonique lui-même. À partir du moment où tout le monde passe sur des communications unifiées, de l'outil de travail collaboratif ou de la vidéoconférence, en toute logique, la VoIP en souffre. Euh, Derrière, s'il doit y avoir des initiatives pour améliorer l'accès à certaines applications, et toujours dans une logique de décentralisation, en définitive, de la force de travail, on trouve l'optimisation et l'accélération WAN, le SD-WAN, virtualisation réseau. Tout ça s'inscrit encore de manière très logique dans les tendances observées plus tôt. Alors, pour terminer, qui est-ce que nous avons sondé? Nous avons interrogé un tiers, étaient des répondants, en fait, sont des cadres intermédiaires de l'IT, un tiers des cadres supérieurs de l'IT. En premier de nos répondants, on trouve, je suis obligé de fermer cette fenêtre sur le sondage, voilà. On trouve des services financiers. Ce n'est pas une surprise, ça représente quand même un très très fort lectorat. Ensuite, l'administration publique, la manufacture, l'industrie, le commerce de taille, les services. Et grosso modo, en termes de taille, on est sur un tiers, grosso modo. Comme vous le voyez, à l'échelle européenne, 34% de nos réponses à l'échelle de MEA, 34% des réponses viennent de France, 25% de la région d'Ar et 25% de la région UK et Irlande. Voilà. Bon, là, on retrouve le détail spécifiquement pour la France, principalement quand même du mid-level management IT, 32% du cadre supérieur IT. Les métiers sont moins représentés après. Et oui, je suis d'accord avec les sondés, il y a de bonnes chances quand même que la cybersécurité soit le principal sujet qui va structurer les conversations des DSI en 2021. Je pense que ça a déjà commencé. La menace de ransomware est tellement importante aujourd'hui que plus personne ne se permet de faire l'impasse. Les alertes avaient été lancées avant, mais franchement, j'ai le sentiment, en tout cas, de ce que j'entends, que le message est fortement passé. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Je pense que oui, je suis en retard. Je vous prie de m'en excuser et je vais passer la main à Géraldine. Merci Valérie. Alors, je commence par partager rapidement mon écran. J'espère que vous voyez bien. Donc, moi, je regardais tout à l'heure qui participait à ce webinaire live. Je pense que la majorité d'entre vous nous connaissent déjà. Donc, moi, Géraldine et Charlotte Demey aussi, avec qui je travaille en étroite collaboration. Je pense aussi que dans la majorité des cas, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une démo Priority Engine. Mais dans tous les cas, je vais faire un petit retour sur quelques basiques en termes de marketing et marketing digital et aussi partager quelques informations sur la stratégie que l'on applique chez TechTarget. Donc déjà, on sait aujourd'hui, l'équipe de décision, qu'elle soit IT et métier, procède par des recherches d'informations en dehors d'une prise de contact direct avec les fournisseurs de solutions technologiques. Donc, ce process de décision est parfois un peu long, complexe, difficile. Et donc, toutes ces personnes qui composent l'équipe de décision, qui sont composées de différents profils de personnes, différents personas. Vous avez évidemment des influenceurs, des prescripteurs, des décisionnaires, des profils techos, des profils un petit peu plus stratégistes. Donc, ces différentes personnes recherchent de l'information et seront évidemment enclines et remercieront un certain nombre d'acteurs qui partageront des informations et qui communiqueront avec des informations à forte valeur ajoutée, ce qui facilitera un petit peu leur process de décision en interne. Chez TechTarget, on se positionne comme un intermédiaire entre vous et cette audience IT décisionnaire et métier aussi, puisque vous l'avez compris à travers la restitution de l'étude de Valérie, on va aussi bien pouvoir sonder
toute l'équipe des décisions IT, mais également les profils métiers qui s'intéressent dans certains cas à certains sujets tels que CRM, les outils collaboratifs et j'en passe. Et à travers le traitement éditorial que l'on propose à notre audience, donc quotidien, Valérie va pouvoir rédiger un certain nombre d'articles, de dossiers éditoriaux, de retours d'expérience sur des sujets relatifs à la sécurité, cybersécurité, mais également Yann, Gaëtan, Philippe, Pascal, David, dans certains cas aussi, l'équipe de décision qui est internalisée chez le MagIT, ainsi que les pigistes aussi qui participent à la publication d'un certain nombre de papiers tous les jours sur le MagIT, ont pour objectif d'informer notre audience, cette équipe de décision, qui pendant tout le cycle de décision recherche de l'information pour identifier certains cas d'usage, certaines solutions qui pourraient être déployées et répondre à leurs problématiques de projet. Donc, on l'a bien compris, la cybersécurité est sans doute un des sujets clés qui se profilent pour cette fin d'année, début d'année prochaine. Mais de façon générale, aujourd'hui, les DSI s'interrogent et à travers un type d'article tel que DSI, cette tendance clé pour bien préparer 2021, eh bien, on les accompagne dans leur recherche d'informations pour leur donner un petit peu quelques billes pour avancer dans leur projet. Et chez TechTarget, donc de façon complètement libre, et sur le MagIT, qui est le site IT B2B qui permet de couvrir et d'informer notre audience française, mais qui fait partie du groupe TechTarget qui compte un peu plus de 150 sites IT B2B, eh bien, on va avoir ce traitement éditorial accessible complètement librement. On aura aussi d'autres types de traitements éditoriaux dont je parlais tout à l'heure, ainsi qu'un certain nombre de contenus à télécharger. Et pour pouvoir télécharger ces contenus, nos lecteurs doivent s'inscrire, s'enregistrer en tant que lecteur membre, renseigner un formulaire assez complet composé de 15 points qui nous permet d'identifier un petit peu qui ils sont, quel est leur profil, quelles sont leurs coordonnées business card et surtout d'obtenir leur consentement quant à l'utilisation en interne chez TechTarget de leurs données, mais également de pouvoir les partager avec tous les acteurs qui mènent des opérations, que ce soit syndication de contenu ou l'accès à la plateforme Priority Engine, dont je vais vous faire rapidement une petite démo pour vous montrer les évolutions de la plateforme que vous connaissez, je pense, en grande partie. Donc, cet article va traiter de sujets relatifs au cloud, aux plateformes de données, à l'IA, machine learning, à la cybersécurité, mais donc tous nos lecteurs membres qui ont pu lire cet article ont laissé une trace, on a traqué leur activité de consommation, notamment dans les 3 derniers mois, et ça nous permet de partager avec vous aujourd'hui que au sein de Carrefour, de Sciences Po, de Danone, de la MAF, BNP Paribas, la Belliance ou la Berry, nous avons eu une ou plusieurs personnes qui composent l'équipe de décision qui a pu lire cet article publié le 9 novembre dernier. Donc, c'est la clé un petit peu de la stratégie qu'on applique chez TechTarget. C'est à la minute où vous êtes devenu lecteur membre, on va traquer toute votre activité de consommation d'informations dans les 3 derniers mois et on va classer les comptes les plus engagés en recherche d'informations sur un sujet donné, par exemple la cybersécurité, que l'on va remonter au sein de notre plateforme de données, donc Priority Engine. Et cette plateforme, depuis qu'elle a été lancée, donc depuis 2018, a pu évoluer comme ça, année après année, en intégrant de nouvelles fonctionnalités, en intégrant de nouveaux principes d'utilisation pour vous permettre d'optimiser les cas d'usage. C'est une plateforme ABM, donc qui va lister sur la base du comportement de consommation d'informations des lecteurs qui composent certains comptes, eh bien, les 200 comptes les plus actifs et qui va comme ça évoluer toutes les semaines. Donc, tous les lundis matins, vous avez une évolution du listing des comptes qui remontent dans Priority Engine, compte tenu eh bien, peut-être de nouvelles personnes qui sont arrivées ou de nouveaux signaux d'intérêt qu'on est capable de traquer, compte tenu des types de contenus et des sujets qu'ils ont pu lire sur le MagIT.
Donc, à travers l'évolution de la plateforme, on a pu rajouter un principe d'alerte email qui facilite un petit peu les cas d'usage plus commerciaux de la plateforme, mais aussi la possibilité d'intégrer directement dans vos outils CRM ou data marketing, que ce soit Salesforce, Eloqua, HubSpot ou Marketo, pour vous faciliter un petit peu le traitement de toutes ces données dynamiques et fraîches qui évoluent semaine après semaine dans le cadre, dans le contexte de Priority Engine. Les dernières grosses fonctionnalités qu'on a pu appliquer nous ont permis non seulement aujourd'hui de partager des informations à l'échelle du compte, mais également des informations à l'échelle du contact. Et typiquement, comme Danone s'est intéressé à l'article DSI 7 tendances clés pour préparer 2021, nous avons pu identifier que le Chief Security and Competitive Intelligence Officer chez Danone, ainsi que 11 autres personnes chez Danone, ont pu rechercher de l'information spécifiquement sur les sujets relatifs à la cybersécurité. Et parmi cybersécurité reste une thématique assez large, mais au sein même de cette thématique, on a des sous-thématiques pour lesquelles le groupe Danone récemment, et donc l'équipe de décision chez Danone, a pu rechercher principalement des informations sur le endpoint security ou sur le network security, ce qui rejoint en grande partie ce que Valérie vient de partager avec nous. Mais également des sous-sujets, remote work, la Covid-19. Je vais fermer ce petit sondage et voilà. Threat hunting, Covid-19 et remote work font aussi partie des sujets qui intéressent particulièrement en ce moment le groupe Danone. Donc, à partir de là, on est capable de partager tous ces topic interest, tous ces signaux, les intent data dont on parle aujourd'hui, pour vous permettre de mettre en place des stratégies marketing très ciblées, très contextualisées et alimenter aussi les équipes commerciales avec des informations complémentaires à ce qu'ils connaissent peut-être déjà, éventuellement d'autres personnes qui composent l'équipe de décision et surtout les fameux sujets pour lesquels ils ont fortement consommé de l'information ces 3 derniers mois sur le MagIT ou sur le réseau TechTarget. Alors, j'essaie de changer ma slide. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est vrai que dans un contexte où le marketing digital a été fortement sollicité, là, du fait de la pandémie, la mise en place d'un certain nombre d'événements virtuels, on sait qu'il va falloir travailler dans une logique d'engagement collégial de toutes les personnes qui composent l'équipe de décision. Aujourd'hui, 70% des personnes qui ne se focalisent que sur certains personas peuvent passer à côté de personnes clés qui seront peut-être influenceuses ou prescripteurs au départ, mais qui ont un rôle quand même très important à jouer dans le contexte de décision globale qui va pouvoir impliquer différentes personnes et différents profils. L'approche où vous allez être amené à envoyer des emailings en volume sans prendre le temps ou sans avoir la possibilité de contextualiser et d'avoir une approche très pertinente par rapport au sujet qui intéresse les personnes qui composent votre base de données risque d'avoir un impact négatif. On sait aujourd'hui que dans les 10 dernières années, sur toute la partie taux de clic, d'envoi emailing, on a eu une chute drastique du taux de clic moyen à hauteur de 55%, parce que aujourd'hui, je pense que notre audience étant sursollicitée, si vous n'avez pas une approche pertinente et contextualisée, il y a des chances qu'il passe à côté de votre message. Au même titre que les cold calls, à hauteur de 99% aujourd'hui, ne permettent pas de générer de prise de rendez-vous. Donc, à travers Priority Engine, vous avez la possibilité un petit peu de pallier à toutes ces problématiques. Et je vais rapidement switcher donc sur la présentation de Priority Engine que vous voyez ici à l'écran. J'avais sélectionné quelques thématiques clés, mais je pense que cybersécurité est un sujet intéressant à identifier et à partager avec vous.
Donc, en ce moment, sur la cybersécurité, on a 200 comptes qui recherchent de l'information sur ce sujet. Parmi ces 200 comptes, vous voyez apparaître, nous avons des comptes comme Systral, Accor, Danone. Bon, je fais défiler rapidement la liste de ces 200 comptes. AXA, BNP, Carrefour, tous ces comptes ont été mis à jour cette semaine, en début de semaine, et recherchent activement de l'information sur la cybersécurité. Si je rentre un petit peu dans le détail de Danone, vous avez ici la vue compte. La vue compte vous permet de lister toutes les personnes qui composent l'équipe de décision, particulièrement IT chez Danone, parmi lesquelles notre contact qui a lu notre article récent, qui est ici, Bernard Galéa, et qui s'intéresse particulièrement au sujet Endpoint Security, Network Security et tous les sujets que j'ai pu vous présenter précédemment dans la slide. On a ici la possibilité donc d'avoir au niveau du compte des informations globales de recherche d'informations qui intéressent le compte, mais également les sujets qui intéressent précisément les différentes personnes qui composent le compte. Alors là, vous voyez, on a en fonction du type de profil, le Network Engineer va être plus enclin à rechercher l'information sur Endpoint Security ou Network Security. Et on peut faire maintenant défiler comme ça une vue non plus au niveau du compte, mais également au niveau du contact, ce qui va faciliter aussi l'approche et l'utilisation de toutes ces données pour vos équipes commerciales ou vous-même vous permettre d'identifier parmi Danone les contacts qui recherchent précisément des informations potentiellement sur un webinaire que vous allez promouvoir dans les semaines à venir. Ça, c'est une des évolutions de la plateforme aujourd'hui. Une autre évolution vous permet de voir non seulement la vue compte, mais également la vue prospect. Donc ici, j'ai switché donc, de top account à top prospect et ça vous permet de voir parmi les comptes qui remontent, on avait Accor comme étant le premier compte identifié par le système cette semaine qui recherche activement de l'information sur la cybersécurité. Et tout ça est lié au volume de contenu consommé par les personnes qui composent Accor, au nombre de personnes aussi qui ont pu en ce moment rechercher de l'information chez Accor sur la cybersécurité ou les types de contenus. Est-ce qu'ils ont plutôt consommé des contenus en amont de phase de décision ou des contenus beaucoup plus engageants? Et en fonction, le système va surscorer un petit peu l'activité du compte pour faire remonter les top comptes. On a exactement le même principe sur la partie top prospect, ce qui vous permet ici d'avoir une autre vue, ce qui fait que c'est plus Accor en top compte qui remonte, mais c'est un IT manager à la mairie de Saint-Ouen qui est notre, si je puis dire, chercheur d'informations sur sujet cybersécurité qui a le plus consommé d'informations cette semaine. Sachant que tous les dimanches soirs à minuit, le système va analyser à nouveau le comportement de consommation des contacts et du coup des comptes et va mettre à jour le classement à la fois des comptes et des contacts toutes les semaines. Cela dit, on retrouve assez rapidement une personne qui est l'IS Security Director, Hervé Dubillot, chez Groupe Danone, qui recherche aussi des informations toujours très focus sur Endpoint Security. Vous avez aussi, en termes d'évolution, la possibilité d'avoir des recherches segmentées sur les prospects, soit au niveau de la seniorité, soit au niveau de titres particulièrement. Donc, vous pouvez ici identifier que certains profils, en tout cas, vous permettent de cibler certains critères pour remonter uniquement des profils de contacts qui vous intéressent. Mais je rappelle que de façon générale, il est intéressant pour vous d'accéder à Priority Engine pour à la fois enrichir votre base de données avec un certain nombre de net new contacts qui n'étaient pas forcément soit dans votre base de données, soit dans le radar des commerciaux, et de pouvoir travailler sur des stratégies nurturing
pour engager de façon collégiale toutes les personnes qui composent l'équipe de décision IT et métiers. Mais si dans certains cas, vous avez des demandes peut-être de la part des commerciaux ou que les commerciaux eux-mêmes souhaitent accéder à la plateforme et souhaitent pouvoir jouer avec tous ces critères de filtre, on a aujourd'hui la possibilité de vous faire en tout cas, de vous présenter une vue des contacts qui recherchent de l'information spécifiquement sur la cybersécurité toujours et qui correspondent à certains profils de typologie de fonctions que vous souhaitez cibler. Donc, toujours la possibilité d'avoir la vue au niveau compte pour mettre en place une stratégie ABM, mais aujourd'hui, la possibilité aussi d'avoir une vue au niveau du contact pour vous permettre de personnaliser toutes vos stratégies marketing ou d'accompagner les équipes commerciales dans leur approche. Et la plateforme, ensuite, on pourra en discuter si vous avez des questions particulièrement, mais je rappelle qu'elle peut être utilisée sous plusieurs tactiques que sont évidemment l'ABM, mais on peut aussi cibler précisément des domaines d'activité en tant que tels, des tailles d'entreprise, mener des campagnes d'attaque. Bref, après, on a à disposition un certain nombre de critères de filtre qui permettront d'avoir systématiquement un extract de contact ou une vue directement en ligne de profils qui sont pile poil dans votre ciblage par rapport à vos stratégies marketing nurturing. Donc voilà un petit peu, en gros, la présentation des évolutions et des nouvelles fonctionnalités de la plateforme. La possibilité aujourd'hui d'avoir un niveau un petit peu plus granulaire avec une vue aussi au niveau du contact. Et je passe la parole à Sarah qui va pouvoir restituer donc les résultats de l'autre étude concernant la consommation d'informations pendant le cycle de décision. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sarah Olivier et je suis responsable marketing et performance chez TechTarget dans les bureaux de Londres. Donc, ça fait 4 ans que je suis basée à Londres maintenant. Et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude que TechTarget réalise tous les ans. Donc, cette étude, en fait, on l'envoie à notre audience et en fait, on leur pose des questions sur leurs habitudes de recherche d'informations dans le cadre d'une décision d'achat IT. Donc, on veut en fait comprendre comment ils consomment l'information et pour ensuite, derrière aussi, comprendre quelle peut être la meilleure approche commerciale pour vous, par exemple, dans tout ce processus d'achat IT. Donc, on va d'abord parler en fait de toute la partie sourcing et prise d'information. D'abord, en fait, on leur a demandé quelles étaient les sources qu'ils utilisaient dans le cadre de cette recherche d'information. Et là, on voit bien que les 3 premières sources, elles se passent au niveau digital. Donc, la première source, ça va être des sites de médias indépendants, donc comme nous, comme le McIT, TechTarget. Aussi, les moteurs de recherche, évidemment, comme Google, ont une place assez importante. Et en 3e position, il y a les sites fournisseurs, donc vos sites. Et ça, c'est important de souligner que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, les sites fournisseurs étaient plus orientés peut-être produits, alors vitrine, alors que maintenant, avec tous les efforts marketing qui ont été faits, de contenu, de push, d'expérience utilisateur, on voit en fait que ça a payé et que l'audience, les professionnels IT, se tournent plus vers ces sites. Donc, c'est quelque chose de très positif pour vous. On voit aussi que tous les événements en présentiel, type salon, ou événements IT, on voit un recul clairement provoqué par la crise sanitaire. Et donc, on voit que ça bénéficie, entre guillemets, au digital. Le fait qu'ils ne puissent plus aller assister aux événements en présentiel
toute la recherche d'informations se rebalance sur le digital. C'est bien aussi de montrer la place des réseaux sociaux, qui est plus dans le bas du tableau. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément vers ces réseaux qu'un professionnel IT va se tourner, en tout cas dans le contexte de recherche d'informations. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ces réseaux, mais plus pour des actions de communication ou autour de votre marque, par exemple. Donc voilà, est-ce que c'est la fin de la profusion d'événements? Ce qu'on s'est demandé par rapport à la crise du coronavirus. Alors, clairement, à court terme, il y a un changement dans les habitudes. Il y en a quand même 43% là, qui nous disent qu'ils vont se tenir à l'écart des événements en face à face et qui vont privilégier le recueil des informations en ligne. Mais je pense que peut-être sur du moyen terme, même quand les événements vont recommencer à pouvoir se passer, il y aura une sélection en fait. Vous voyez là, il y en a 45% qui nous disent qu'ils veulent réduire la participation à la plupart des événements, mais en fait, il va y avoir une sélection sur la partie qualitative de quels événements ils vont vouloir assister. Donc voilà, donc, encore une fois, c'est important de garder ça en tête parce que le digital va forcément prendre plus de place pour compenser en fait le recul des événements. Juste que je passe le slide. Voilà. Donc, dans toute cette recherche d'information, on a pensé que c'était important de demander à notre audience combien de documents ils consultaient en fait dans le cadre de leur recherche. Et là, on voit bien que 60% des décideurs consultent au moins 4 documents. Donc, c'est important pour vous de savoir ça, parce que la diversité et la quantité des documents que vous proposez va avoir un impact dans le processus de recherche d'information. Moi, je vois bien, par exemple, même à notre niveau à TechTarget, si on fait 2 campagnes d'emailing avec les mêmes structures, la même cible, la même audience, le même topic, mais une campagne a juste 1 ou 2 documents et l'autre en a 4 à 6, clairement, la deuxième campagne, celle qui a le plus de documents, va mieux fonctionner, il va y avoir des meilleures conversions parce que l'audience vraiment souhaite consulter, avoir une diversité dans les documents qu'elle consulte. Donc là, on vient de parler de la partie qualitative. Quantitative, et on leur a aussi posé des questions sur toute la partie qualitative. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent en fait des documents qu'ils consultent? Et une des premières attentes des ITDM, c'est de produire des contenus plus impartiaux et indépendants. Donc, ça reflète un peu ce qu'on a vu dans le premier slide de comment est-ce qu'ils recherchent ils font leur recherche d'information. Au départ, ils vont plus se diriger vers des sites indépendants, médias et les moteurs de recherche. Donc, en fait, vraiment, cette recherche d'impartialité est assez importante. Ensuite, ils vont vouloir consulter un contenu qui est catégorisé. Donc, catégorisé par domaine de solution, mais aussi catégorisé dans une logique où eux, ils ont un besoin. Et ils veulent consulter du contenu qui va répondre à leurs besoins avec une solution qui va faire intervenir cette technologie. Donc, c'est de cette manière-là, en fait, que votre contenu, quand vous le produisez, doit être catégorisé. Et ensuite, ils attendent aussi, quand ils consultent, quand ils font leur recherche d'informations, ils souhaitent avoir des liens en fait, vers des contenus connexes pour faciliter la poursuite de leur recherche. Là, ça rebondit aussi sur notre slide précédent, où voilà, ils ne veulent pas juste consulter 1 ou 2 documents. En fait, ils veulent de la diversité, multiples documents. Donc, pour vous, c'est bien de garder ça en tête quand vous produisez justement votre contenu, dans le sens où si vous produisez un contenu pour une solution, par exemple, ne pas vous limiter à un contenu, mais vraiment produire votre contenu dans une logique de série, par exemple,
pour vraiment raconter une histoire, pour accompagner en fait l'ITDM tout au long en fait de son processus de recherche d'information. Donc, on leur a aussi posé la question dans notre étude, quelle source est jugée la plus fiable lors de leur recherche. Et clairement, pour 60% d'entre eux, ils font plus confiance à leur recherche, à eux. Donc, on l'a vu tout à l'heure, donc toutes les recherches qu'ils vont faire sur la sphère digitale, où ils vont consulter du contenu en ligne, ça, ils vont en tirer leurs conclusions et c'est sur ça principalement qu'ils vont baser, en tout cas au départ, l'orientation de leur recherche dans le cadre d'un processus d'achat. Donc là, ça veut vraiment dire que voilà, faut que ils puissent avoir consulté vos documents lors de leur recherche d'abord, qu'ils puissent y avoir accès parce que c'est sur ça qu'ils vont se baser. Évidemment aussi, ils font confiance à leur père. 25%, ça c'est quelque chose qui est assez historique. Évidemment, on fait toujours assez confiance à quelqu'un qu'on connaît. Et ce qui est important de noter aussi, c'est par contre, seulement 2% font confiance aux revendeurs et intégrateurs. Donc, tous ces acteurs channel, en fait, ils payent un peu le prix de leur retard sur toute la sphère digitale. Historiquement, c'est des acteurs qui portent plus leurs efforts marketing, par exemple, sur des événementiels, enfin, sur des stratégies d'événementiel, d'événements en face-to-face, des stratégies un peu plus commerciales, avec un fort maillage sur le territoire. C'est un environnement qui est très compétitif. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que sur terme digital, fait que aussi l'audience n'a pas forcément l'habitude de se tourner vers ces acteurs dans le cadre de leur recherche d'information avant un processus d'achat. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Ça veut dire que ces acteurs-là aussi, ils ont une grosse opportunité avec le digital de justement changer cette tendance. Voilà, donc là, on a parlé de toute la partie prise d'information et là, on va plus se concentrer sur la partie voilà, la décision d'achat approche, donc comment adapter en fait la relation commerciale à ça. Donc, on a posé la question à notre audience de savoir comment est-ce qu'ils identifiaient leur rôle dans le cadre du processus d'achat. Donc ça, Géraldine a un peu aussi évoqué précédemment, mais là, on voit bien que clairement, dans une équipe IT, 50% estiment que leur rôle est important dans la décision finale. Ça, c'est important de le garder en tête. Je vais répéter un peu ce que Géraldine a dit précédemment, mais c'est vrai que un système d'information dans son ensemble est complexe et il y a différents professionnels qui vont intervenir à différents niveaux du système d'information et même s'ils n'ont pas tous le même pouvoir de décision, il y en a beaucoup qui vont influencer en fait cette décision. Et les influenceurs sont les personnes à ne pas négliger parce qu'ils ont un point de vue qui est différent que le décisionnaire final. Et voilà, c'est vraiment tout ça, c'est un travail d'équipe. Donc pour vous, c'est important de se rappeler que voilà, c'est une décision qui est prise en commun. Et on voit bien la décision, donc c'est un sport collectif. Donc là, sur le graphique, c'est assez clair. Jamais moins de 4 personnes participent à la décision dans 75% des comptes. Évidemment, plus les comptes sont grands, plus la décision va être démocratique parce que plus de personnes qui agissent à plusieurs niveaux du système d'information. Donc, encore une fois, pour vous, c'est important de garder ça en tête et notamment dans vos approches ABM, essayez de cibler en fait l'ensemble des profils de la DSI pour vraiment, encore une fois, pas passer à côté de ces influenceurs qui ont aussi un rôle important dans le processus d'achat. Dans l'étude, on leur a aussi demandé quels étaient les mots, les phrases les plus utilisés pour décrire le processus d'achat IT. Et encore une fois, la première expression qui est revenue, c'est la collaboration.
Donc, ça répète encore ce qu'on vient de dire, mais c'est important, en fait. Voilà, il y en a quand même 30% qui insistent sur les notions collaboratives et cross-fonctionnelles. Donc, c'est important de se rappeler. En deuxième position, c'était les recherches approfondies. Donc là, c'est aussi tout ce qu'on a vu dans la première partie de la présentation. Tout ce processus de recherche d'informations avant l'achat, c'est quelque chose de très important dans le processus global avant d'acheter en fait une solution précise. Et tout ça est organisé et dans une méthode. Ça, c'est le point numéro 3. Mais la méthode, c'est très important parce que, effectivement, voilà, on commence par une recherche d'informations qu'ils vont trouver sur la partie digitale ou un événement. Ensuite, qui va influencer et décider cette solution, il va y avoir des conversations, à quel moment l'approche commerciale intervient. Cette méthode, pour vous, elle a une valeur qui est très importante parce que si vous arrivez à l'identifier, derrière, vous pouvez cibler clairement votre approche commerciale et donc avoir des meilleurs taux de conversion et de réponse. En termes d'approche commerciale, justement, on leur a demandé quel était le mode de contact non sollicité préféré. Donc, là, on voit bien clairement l'email pour 76% des personnes interrogées et le mode de contact préféré. Donc, ça s'explique. C'est vrai que c'est intéressant, mais pas si surprenant. Bon, le SMS, clairement, je pense que pour le B2B, ce n'est pas le mode de contact préféré. Et l'appel téléphonique, alors évidemment, il est intéressant, mais il est plus sensible, entre guillemets, dans le sens où si vous appelez pas au bon moment, vous pouvez tout de suite générer une réponse un peu négative ou une frustration, alors qu'avec l'email, bon, évidemment, c'est pas idéal, mais même si vous envoyez votre email au mauvais moment, bon, la personne, elle le voit dans sa mailbox. Et c'est tout, il n'y aura pas une frustration trop importante. Et surtout dans le sens où, là, avant dans la présentation, on disait que le contenu était très important et qu'ils cherchaient du contenu. L'email, c'est aussi un bon moyen de push du contenu envers votre cible. Donc voilà, l'email, c'est vraiment un des moyens clés à favoriser dans vos approches commerciales. On a aussi demandé à notre audience quelles données ils se sentaient confortables de partager dans le cadre d'une approche commerciale. Et donc là, on voit bien que les données comme nom de la société, mail professionnel, taille de l'entreprise, nom, prénom, c'était des données qui partageaient assez facilement. Entre guillemets, ce n'est pas des données très sensibles. J'imagine que même au pire, avec un échange de contenu, ils peuvent accepter de vous donner ces données. Mais parce que aussi, c'est des données qui sont facilement... Enfin, vous pouvez trouver facilement aussi de votre côté sur LinkedIn ou des choses comme ça. Elles sont accessibles, elles sont publiques, entre guillemets. Par contre, toutes les données qui, en plus, ont beaucoup plus de valeur, donc les données qualitatives, comme le rôle dans le processus d'achat, quels enjeux l'ont conduit à consulter telle solution, l'agenda d'achat, etc. Ça, c'est des données qui sont presque impossibles à récupérer avec une approche directe. C'est-à-dire, vous envoyez un mail, vous appelez quelqu'un en lui demandant ces questions directement, à froid. Donc, pour récupérer ces données qui sont primordiales pour vraiment cibler aussi votre approche commerciale, il va falloir mener des approches indirectes par l'activité et l'analyse du comportement de votre cible, de votre audience. Donc, c'est un peu ce que nous montrait Géraldine aussi tout à l'heure avec Priority Engine, où vous pouvez voir, OK, on a 7 personnes dans ce compte qui en ce moment fait beaucoup de recherches autour de la sécurité. Et ensuite, potentiellement, vous pouvez voir que ces recherches s'affinent. Donc voilà, avec différentes analyses de ce côté-là, vous pouvez aussi, comme on disait tout à l'heure, identifier la méthodologie et donc identifier plus ou moins où ils en sont dans leur processus d'achat.
On leur a aussi demandé combien de temps ça prenait, tout ce processus d'achat, la prise d'information, quand est-ce qu'ils allaient prendre leur décision, etc. Et on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois. 6 mois, c'est le délai optimal pour entamer une discussion commerciale. Donc, c'est important de garder ça en tête. 6 mois après, ça paraît, entre guillemets, assez normal dans le sens où voilà, on est sur des technologies quand même qui sont assez complexes. C'est pas, donc, il y a beaucoup de périmètres à évaluer. Comme on l'a vu aussi, il y a beaucoup de personnes impliquées dans ce processus. Donc, c'est vraiment important de garder cette moyenne en tête dans vos approches commerciales. Parce qu'on voit bien que voilà, 40% des ITDM souhaitent entamer des discussions commerciales 3 à 6 mois avant la décision d'achat. Pas vraiment avant. Avant, ça va être trop tôt. D'abord, on a bien vu, ils veulent faire leurs recherches eux-mêmes, prendre connaissance eux-mêmes des documents qui sont disponibles, faire leur évaluation avant d'engager une approche commerciale. Si vous arrivez trop tôt, entre guillemets, bon, ça ne veut pas dire que c'est raté complètement, mais voilà, bien prendre ça en compte pour ne pas arriver trop tôt ni trop tard. Alors, voilà, donc là, ça répète un peu ce que je disais. La prise de contact doit être opportune et réalisée au bon moment. Parce que si vous arrivez trop tôt dans votre approche commerciale dans ce processus de prise d'information, 82% des ITDM vont avoir tendance à filtrer les appels. Voilà, c'est quand même une perte d'énergie aussi pour vous, parce que voilà, préparer un brief commercial, des appels, etc., ça prend du temps aussi. Donc, si voilà, la maîtrise du processus d'achat est indispensable. Ça vous permettra aussi d'éviter ces efforts entre guillemets inutiles si vous arrivez à voir en fait à quel moment votre cible en est par rapport à son processus de prise d'information. Et donc, de ne pas arriver trop tôt vous permettra d'engager des conversations et d'avoir un meilleur taux de réponse. On a aussi demandé à notre cible quelles accroches fonctionnaient les mieux lors des approches commerciales. Parce qu'évidemment, voilà, on reçoit tous en plus des mails commerciaux dans nos mailbox, des choses comme ça. On voit bien qu'il y a des choses qui fonctionnent plus. Et en tout cas, pour les ITDM, ils vont avoir plus tendance à répondre à des choses qui sont précises, qui sont concrètes. Par exemple, voilà, étude de cas, la solution X a solutionné le problème de Y. Comparatif entre les solutions X et Y. C'est des choses concrètes, c'est des choses où potentiellement ils vont se dire « Ah, ça m'intéresse parce que ça répond à mon attente, ça répond à mon besoin. » Et donc là, ils vont voir la valeur ajoutée pour eux d'ouvrir et d'engager en fait une conversation ou d'engager avec ce contenu. Des accroches comme disponible pour un café ou comment pouvons-nous échanger sur la solution X, vous avez vraiment très très peu de chances d'avoir des retours là-dessus parce que on ne voit pas de valeur ajoutée à celle-ci. Le professionnel IT ne voit pas comment vous allez pouvoir l'aider en fait avec des accroches comme ça. En tout cas, pas dès le départ. Il faut que ce soit évident. Donc, voilà, lors de cette première conversation avec un commercial, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils espéraient apprendre. Et là, vraiment, en fait, on voit bien qu'ils veulent rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait, encore une fois, leur recherche d'informations au préalable. Là, ils veulent vraiment avoir des informations concrètes sur la solution. Donc là, en premier, ils veulent un tour complet des fonctionnalités proposées. Ensuite, ils vont vouloir se renseigner sur le modèle co-pricing de la solution. Donc là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a les différentes versions en fait, de la solution? Par exemple, est-ce que c'est sur site? Est-ce que c'est cloud? Est-ce que c'est on-demand? Toutes ces choses-là. Donc, ça va être des choses voilà, préparées lors de la première conversation. Et aussi les avantages comparatifs de la solution, où vraiment là, on est sur toute la partie valeur ajoutée.
comment votre entreprise, votre solution peut encore une fois répondre à une attente, peut répondre aux besoins du professionnel IT. Et on peut noter aussi, on a vu que dans les réponses, seulement 8% souhaitent des détails sur le ROI et TCO. Parce que là, encore une fois, la question a été posée dans le cadre de la première conversation. Donc, tout ce qui est vraiment prix, etc., ça viendra plus tard. Donc, pour conclure, on a fait un petit récap de ces slides. Donc, les do. Donc, ce qu'on vous recommande en fait de faire, c'est de miser sur le contenu, sur la qualité et la quantité, et vraiment sur la sphère digitale. Parce qu'on a bien vu qu'avec le recul des événements, c'est vraiment sur le digital où se passe la plupart des choses. Prendre en compte le collectif, les approches top-down, ça ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Que toutes les données qualitatives, comportementales et indirectes sont essentielles pour orienter l'approche commerciale et identifier cette méthodologie qu'ont les professionnels IT lors de leur méthode de recherche et de décision d'achat. L'email, c'est clairement l'approche non sollicitée préférée des ICTM, donc c'est important de s'en souvenir aussi. Et on vous recommande aussi d'éviter, donc, bon, évidemment, pour le moment, de parler sur les événements et même dans un futur proche, de ne pas reprendre une mentalité comme avant. Voilà, on voit que ça a quand même fait changer les mentalités de manière générale. De ne pas se concentrer que sur le DSI, mais vraiment de prendre en compte tous les acteurs, tous les professionnels dans le système d'information et d'éviter évidemment une approche commerciale directe et à l'aveugle, sans contextualisation et sans compréhension de la méthodologie en amont du processus d'achat. Il faut vraiment, évidemment, le professionnel IT sera plus enclin à engager une discussion avec vous s'il a l'impression que vous avez compris ses attentes et ses besoins. Voilà. Ça sera tout pour moi. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je pense que maintenant, on va passer aux questions. Merci beaucoup, Sarah. Effectivement, on a quelques questions. Je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée en fait sur le chat. La première était très liée à l'organisation du webinaire. Alors, je le rappelle, ce webinaire a été enregistré et sera donc disponible dès demain pour un replay et nous enverrons également les présentations qui sont associées. Deuxième question sur les études et la manière dont on peut les segmenter pour avoir des niveaux de réponse plus en profondeur. Alors effectivement, comme vous avez vu, alors deux choses. D'abord, c'est vrai que par facilité de langage, on parle d'études, même si moi, dans mon introduction, j'ai plutôt parlé d'enquête. Nous ne sommes pas un cabinet d'études, nous ne sommes pas ni IDC, ni Gartner, ni un cabinet d'études extérieur au secteur, qui procède avec une méthodologie extrêmement précise, de panel, et dont l'objectif est réellement d'avoir une vision très spécifique au niveau méthodologique. Nous, c'est vraiment une enquête sur notre audience. On a une audience s'abonne à nos services qui veut et on interroge cette audience. Et quand on vous répond, par exemple, pour l'enquête Priorité IT, qui a 168 répondants, il n'y a pas de tri. On ne cherche pas à avoir X% de réponses de femmes, X% d'hommes. On ne cherche pas à avoir X% de gens de la sécurité, X% de gens du stockage, par exemple. On prend les réponses et c'est vraiment une enquête sur notre audience. Donc, c'est le fruit de ça qu'on vous livre. Il n'empêche qu'à l'intérieur, il y a une segmentation qui s'opère puisqu'on pose des questions sur le secteur, par exemple, ou la fonction. Donc, ces chiffres par secteur, par fonction, sont disponibles. On ne les livre pas en analyse en première intention parce que ce serait trop compliqué. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une photo à un temps T et sur les mois à venir de globalement l'investissement de notre audience. En revanche, dans le cadre de rendez-vous spécifiques, quand on va venir vous voir ou quand on va vous faire une présentation pour vos équipes, pour votre entreprise, on va travailler plus sur les segments qui vous intéressent plus, puisque parmi vous, il y a des fournisseurs généralistes, il y a des fournisseurs extrêmement spécialisés. Et si vous nous le demandez en amont, on peut faire une segmentation
par secteur, on peut faire une segmentation plus classiquement par taille d'entreprise. On dispose des outils pour le faire, simplement, on ne fait pas l'analyse en première intention. Ensuite, nous avons eu une question, je remonte un petit peu. À propos, oui, sur la présentation de Sarah, à propos de ce slide, de cette donnée, concernant qui décide en termes de profil. Alors, comme Sarah l'a expliqué, alors je prends la parole là-dessus parce que j'ai l'expérience des études précédentes, donc j'ai un petit peu de recul pour en parler. Donc effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui participent à la décision, et on constate depuis plusieurs années que les non-IT ou autres que l'IT, qui se définissent comme tels, prennent une part de plus en plus importante dans la décision. Alors, ils ne prennent pas une part à la place d'eux, ils prennent une part alors même que le groupe des décideurs augmente. Mais c'est un phénomène important. Alors, nous, on l'analyse avec trois tendances. D'abord, la première tendance, c'est de se rendre compte que il y a quelques années, il y a eu le doute sur est-ce que l'IT compte encore. Il y a même eu des fournisseurs pour communiquer largement sur le fait que c'était fini, l'IT, avec le cloud, le SaaS, les infrastructures de toute façon ont été déportées. L'IT, finalement, n'aurait plus d'infrastructures à gérer dans les entreprises sous peu, et que côté applicatif, ben, finalement, chaque application ciblait une population d'entreprise, et le mode SaaS et la consommation à la demande faisait qu'on s'exonérait de toute réflexion sur la technologie, et que donc les métiers pourraient choisir directement. Ça a pu être vrai au début sur certaines couches applicatives, on a pu avoir cette tendance-là, mais l'exploitation des données, la transformation digitale et le fait qu'au final, quand même, hein, l'intérêt pour les métiers d'utiliser des technologies résidait quand même dans la capacité à exploiter des données qui venaient d'un peu partout. On refait s'intéresser à des problématiques extrêmement technologiques que sont la sécurité, la cybersécurité, les API, où est-ce que sont les données, la qualité de données, autant de questions dont la réponse quand même est extrêmement technique. Et on a vu, avec l'émergence de la vague de transformation digitale, que plus ça allait, plus l'IT reprenait du poids dans la décision et dans la manière d'approcher les questions d'IT, enfin, ou d'informatique dans l'entreprise. Donc en fait, il y a les deux tendances. Derrière, à l'intérieur, les métiers sont obligés par la transformation digitale de s'intéresser plus et de participer à la décision. Mais c'est sous l'égide de l'IT. On a vu une dernière tendance qui émergeait également, c'est que tout autour de la donnée, il y a des nouvelles fonctions qui sont arrivées. Ces fonctions-là, aujourd'hui, font l'objet de formations spécifiques, de profils spécifiques. Je pense notamment aux data scientists et à tout ce qui accompagne l'analyse des données. Mais on se rend compte quand même que c'est des gens qui, en travaillant avec des acteurs spécialistes de ces fonctions-là, c'est des gens qui sont quand même vraiment en interface avec l'IT. Alors certes, ils ne sont pas forcément dans l'IT, mais donc ils se positionnent comme étant des métiers, donc dans les 40% qui disent « nous, on est métier, on participe à la décision », mais quand même, c'est des gens qui ont une forte dimension IT. Donc dans la décision aujourd'hui, il y a l'IT qui est prééminent. La transformation digitale fait qu'il y a des DAF, des DG, des directions opérationnelles, des RH, des directions marketing également, qui sont impliqués dans la décision parce que, in fine, c'est eux qui utiliseront. Et il y a aussi tous ces nouveaux métiers qui sont à cheval entre l'IT, parce qu'il leur faut une bonne connaissance technologique, et l'opérationnel, parce qu'à un moment donné, soit ils sont au service des métiers, soit même ce sont des nouveaux métiers qui valorisent les actifs donnés. Donc, sur ce slide-là, j'espère avoir répondu à la question. Il y a vraiment des tendances qui convergent, qui font qu'il y a du poids des métiers, l'IT compte également, et c'est vraiment une coopération, une collaboration qu'on voit se développer. Une autre question. Alors là, je pense que Sarah et Géraldine, tous les deux, vous pouvez répondre. Géraldine, il me semble que tu avais des données
là-dessus. Quel est le délai moyen constaté pour entrer en contact avec un prospect entre le premier mail et la réponse? Il me semble que nous, on a une expérience de terrain, puisque nous-mêmes, on pratique l'envoi d'email et le rappel téléphonique, que ce soit pour nos opérations vis-à-vis de nos clients ou même vis-à-vis de l'audience dans le cas de certains de nos produits. Absolument. Donc, dans ce cadre-là, les opérations que nous, on met en place, où on a des opérations de nurturing, et je parle un petit peu sous le contrôle de Sarah aussi, c'est que généralement, on met en place un système de cadence, puisqu'on a nous-mêmes aussi une équipe SDR qui, pour certains produits Tech Target, peut être sollicitée. Mais pour toute la partie nurturing marketing qu'on met en place, notamment pour recruter à la fois les leads qu'on va pouvoir délivrer à tous nos partenaires clients et à la fois nos propres opérations de marketing nurturing, généralement, de mémoire, on va quand même jusqu'à 18 touches de mémoire. Donc, je sais qu'on a comme ça des cadences mises en place. On n'a pas systématiquement des réponses uniquement au bout des 18 touches, mais dans tous les cas, c'est quand même pas mal d'emails et surtout des mails, comme tu le précisais, Sarah, qui soient personnalisés, qui soient contextualisés. C'est évidemment l'intérêt d'avoir de la donnée pertinente à travers Priority Engine, mais à travers toutes les plateformes que vous-même vous utilisez en interne, c'est contextualiser l'approche pour raisonner un petit peu et faire en sorte de toucher ce contact au bon moment par rapport au sujet qui les intéresse particulièrement. Donc, c'est un petit peu l'esprit de ce qu'on met en place, mais effectivement, c'est pas mal de mails. Donc, je voyais que là, par rapport aux réponses de tous les présents sur ce webinaire, on a 8% des présents sur le webinaire qui disent faire plus de 10 emails envoyés dans le cadre de leur stratégie nurturing. Finalement, c'est assez peu, 8%. Parce qu'on le sait aujourd'hui qu'on peut aller quand même jusqu'à une douzaine, une quinzaine de mails ou de tactiques multitouch mises en place. Sarah, si tu veux compléter. Non, mais je pense que tu as résumé la réponse. La seule chose que je peux rajouter, c'est que voilà, dans toutes ces stratégies de nurture, après, voilà, c'est pas, je pense qu'il ne faut pas raisonner dans une logique un mail, un appel. C'est un processus qui va être plus long. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, donc c'est important d'identifier en fait à quel moment vous intervenez par rapport à leur recherche d'informations. Nous, ce qu'on essaie de faire en général, c'est quand on crée nos stratégies de nurture, c'est, comme on disait, en fait, quand on envoie le document, que ce soit un peu, enfin, les documents par mail, c'est de faire ça sous un logique de série, un peu, où on raconte une histoire. Et en fait, notre histoire va respecter un peu la stratégie du funnel, où on va commencer large, où on va prendre du contenu, des documents qui sont plus en awareness, donc qui vont aborder la technologie ou la solution de manière plus large, plus impartiale. Et ensuite, au fur et à mesure de la nurture, donc au fur et à mesure des envois d'emails, on va resserrer un peu ce message. On va le resserrer autour de votre, enfin, si je parle pour vous, par exemple, de votre solution et de votre produit avec plus de détails. Donc voilà, et du coup, en fonction de la réponse à ça de notre audience, donc par exemple à l'audience à laquelle vous envoyez ces mails, en fonction du clic par exemple qu'ils vont avoir sur les emails, du contenu qu'ils vont ouvrir, voilà, du taux de conversion, open rate, click-through rate, en fonction de ça, vous pouvez décider si ça vaut la peine d'engager en fait un appel derrière pour pouvoir engager une discussion, une approche commerciale. Et si je peux rajouter, il y a aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, les stratégies marketing nurturing sont très cadencées. On peut se dire qu'on envoie un premier mail semaine 1 et puis il est prévu d'envoyer le deuxième mail semaine 2. Mais on peut peut-être commencer à se poser la question de l'intérêt d'attendre une semaine. Quand par exemple, on a le premier envoi d'email et on se rend compte que peut-être on a 10 personnes qui ont interagi. Pourquoi attendre systématiquement la semaine suivante, parce que la cadence est prévue la semaine suivante,
et pourquoi pas essayer rapidement de réengager ce contact avec cette histoire dont tu parlais tout à l'heure, Sarah, ou voire même des contenus complémentaires qui auraient des liens connexes pour avoir un fil rouge comme ça, pouvoir accompagner toutes ces personnes qui interagissent pendant toute la durée du process de décision. Et si c'est possible, vous devriez voir dans quelle mesure vous pourriez tester quelques campagnes nurturing qui ne seraient pas cadencées systématiquement semaine après semaine, mais qui seraient optimisées en fonction directement des interactions qui pourraient être faites par l'audience que vous ciblez. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus automatique et éviter qu'il y ait un délai de latence. Si vous avez des personnes qui, vous le voyez, remontent dans Priority Engine et qui recherchent beaucoup d'informations sur un sujet en ce moment, pourquoi pas essayer de leur fournir des compléments d'informations le plus rapidement possible, en fait. C'est un petit peu, voilà, c'est les choses sur lesquelles on commence à réfléchir avec certains clients, et je me dis que ça vaut le coup de partager un petit peu ce retour. Ouais, et surtout qu'on on le fait ça, comme tu dis, les nurtures, campagnes de nurture qui sont basées sur l'activité. Effectivement, comme tu dis, l'email suivant va être envoyé en fonction de si la personne a interagi ou non au premier email. Et on a eu des réponses assez positives déjà avec certains clients. Alors, ça suppose d'avoir les outils pour le faire assez facilement. Ça suppose de se poser, d'avoir le temps aussi de réfléchir aux différents scénarios. Mais ça peut valoir le coup de prendre un petit peu de temps pour le faire. Après, ça vient en complément avec une question qui est posée également sur comment attaquer les prospects alors qu'il y a une période de télétravail et que ça devient difficile et plus intrusif de faire du téléphone. Je pense que nous, de notre côté, en travaillant sur ces enquêtes-là, les réponses qu'on a sont vraiment de passer par l'email le plus possible parce que ça reste le mode le moins intrusif pour eux. Maintenant, pour avoir du succès avec de l'email, on sait que ça passe par une stratégie vraiment fine, par de l'apprentissage au fur et à mesure des opérations de nurture pour mieux comprendre comment ça peut se dérouler, comment les gens peuvent répondre, comment les gens peuvent interagir, pour pas que ce soit vu comme une intrusion personnelle. Donc, c'est le contexte, la qualité de contenu, la capacité à les faire interagir. Voilà, je pense qu'on n'a plus de questions. De toute façon, je vous invite à revenir vers nous si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations ou avoir une présentation plus précise. Nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire et on vous invitera sur nos prochaines sessions. Voilà, merci beaucoup.